L'enfant muet a soudainement crié lors des funérailles de sa grand-mère, et ce qu'il a dit a horrifié toute la famille. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant. Le vent froid du nord balayait le cimetière d'Oakwood. Il n'y eut ni larmes, ni cris de deuil, seulement un lourd silence enveloppant la cérémonie d'adieu de Marie, la matriarche dévouée qui revenait sur terre. Michael était le seul petit-fils de Marie, un garçon muet depuis sa naissance. Il n'avait jamais prononcé un mot, jamais crié. Ce jour-là, ce n'était pas différent, il restait simplement immobile, ses grands yeux ronds fixés sur le cercueil qui entamait sa lente descente dans la tombe. Clara, la mère de Michael, était agenouillée près de son fils. Ses mains tremblantes agrippaient ses épaules étroites. Son visage était blême, ses yeux injectés de sang étaient-ce dû au froid glacial ou aux larmes versées depuis longtemps, elle ne savait le dire. Son regard se porta du cercueil à son enfant, le cœur déchiré entre l'angoisse de perdre sa mère et l'impuissance d'avoir un fils muet. Une voix grave s'éleva à ses côtés. « S'il vous plaît, laissez-la reposer en paix. » C'était Jason, le frère cadet de Clara, vêtu d'un long pardessus noir. Son col était soigneusement plié, un mouchoir noir pressé contre sa poitrine. Sa voix était rauque, comme étouffée par le chagrin, mais Clara frissonna devant son regard glacial et sa posture raide et anormale. Il joue la comédie, pensa Clara, se réprimandant pour des pensées aussi peu aimables en cette période de deuil. Non loin de là, Madame Carroll, une voisine âgée, murmura à son mari, « Jason n'a pas l'air triste du tout. As-tu remarqué qu'il jouait avec son téléphone pendant la veillée funèbre ?» Son mari fronça les sourcils et regarda autour de lui. Ce n'est pas le lieu pour bavarder. Jason croisa le regard de Madame Carroll et, l'espace d'un instant, un sourire ténu et indéchiffrable brilla sur ses lèvres si fugaces qu'il aurait pu être une illusion. Clara le vit aussi, et son cœur battit la chamade. Depuis le matin où sa mère était tombée dans l'escalier, Clara était en proie à un malaise indescriptible. Ce matin-là même, Michael l'avait réveillée, les mains tremblantes, lui désignant le couloir. Clara s'était précipitée et avait trouvé sa mère au pied de l'escalier, sans vie, les cheveux trempés de sang, le poignet plié à un angle grotesque. La police avait rapidement conclu à un accident, une glissade et une chute. Jason était assis à proximité, les genoux repliés sur sa poitrine, l'air hébété mais d'un calme inquiétant. La voix de Jason retentit à nouveau, s'adressant aux personnes en deuil. « Ma mère était une femme merveilleuse. Disons-lui adieu dans le silence et le respect. » Michael ne quittait toujours pas le cercueil des yeux. Clara le serra plus fort tandis que des murmures parcouraient la foule. Le docteur Richard, le médecin à la retraite d'à accent grave côté, s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Clara. « Ça va » demanda-t-il doucement. La voix de Clara était rauque. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. »« Moi aussi, j'ai été choqué » a-t-il répondu. « La semaine dernière, je l'ai examinée. Sa tension, son cœur, tout allait bien. Une chute, ça me paraît étrange. » Clara leva les yeux. « Qu'en penses-tu » Il hésita. « Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais si quelque chose ne va pas, fie-toi à ton instinct. » Quelques jours avant sa mort, Marie avait évoqué le changement du mot de passe du coffre-fort, évoqué son testament et même murmuré à Clara, « S'il m'arrive quelque chose, souviens-toi, ne te fie pas à tout ce que tu vois. » Clara avait balayé cela par la paranoïa de la vieillesse. Maintenant, dans le cimetière glacial, ces mots lui transperçaient l'esprit. Une toux sèche retentit derrière eux. Jason fit signe au personnel des pompes funèbres de préparer la descente du cercueil. 2 ouvriers s'avancèrent, attachant des cordes à chaque coin. Michael tremblait dans les bras de sa mère, se mordant la lèvre, serrant plus fort son ours en peluche. Clara murmura, « Tout va bien, ma chérie. Grand-mère sera toujours avec toi. » Michael ne répondit pas. Il ferma les yeux et, pour la première fois de toute la cérémonie, ses lèvres remuèrent, mais aucun son ne sortit. Une voix douce derrière Clara la fit sursauter. C'était Madame Sylvia, la meilleure amie de Marie et l'aide-soignante occasionnelle de Michael. « Ma fille m'a dit un jour, » dit-elle doucement, Marie était contrariée parce que Jason voulait vendre la maison. Elle ne voulait pas quitter Oakwood. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Tu es sûre ?»« Absolument, » acquiesça Madame Sylvia. « Je lui ai même dit de changer le mot de passe du coffre, mais elle a dit qu'elle n'y était pas parvenue. » La cloche des funérailles sonna tandis que le cercueil commençait sa descente. Soudain, les yeux de Michael s'ouvrirent brusquement. Il trembla,
puis poussa un cri perçant qui brisa le lourd silence. Il l'a poussé dans les escaliers, je l'ai vu de mes propres yeux. Le cimetière tout entier se figea. Le vent cessa. La main du prêtre s'attarda au milieu de la page. Tous les regards se tournèrent vers Michael, tremblant, la bouche ouverte à ses premiers mots. Jason tituba en arrière, pâle. Ses lèvres étaient serrées, ses yeux scrutaient les alentours. Une femme âgée haleta, le garçon, il peut parler, mais il est muet. Clara bondit en avant, serrant son fils dans ses bras, les larmes aux yeux non pas de chagrin, mais de choc. Michael se mit à sangloter bruyamment, les premiers cris de sa vie déchirant l'air oppressant. Le téléphone sonna. Madame Carroll murmura d'un ton pressant, Élise filme depuis le début. On a tout sur vidéo. Il faut donner ça à la police. Jason balbutia, ce n'est qu'un enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. Les enfants imaginent des choses. Clara se tourna vers son frère, le visage froid. Tu as quelque chose à dire? Jason recula en bégayant, je suis sous le choc. Je ne sais pas ce qui se passe. Avant que quiconque puisse répondre, Angela, la boulangère du coin, prit la parole. J'ai vu Jason chez Marie avant l'arrivée de l'ambulance. Personne n'en a parlé. Tu es sûr? Demanda Clara, le cœur battant. Positif. Je l'ai vu par la fenêtre d'en face. Michael l'a vu aussi. Clara regarda son fils d'une voix ferme mais féroce. Je te crois, quoi qu'on dise. Michael ne répondit pas. Il cligna lentement des yeux et posa sa tête sur les genoux de sa mère. Le lendemain matin, Clara se réveilla les yeux gonflés. Elle n'avait pas dormi. Les mots de Michael résonnaient dans son esprit comme une cloche implacable. Cette phrase, il l'a poussée dans les escaliers, n'était pas seulement une preuve, c'était une blessure qui déchirait les souvenirs et brisait l'illusion de sécurité au sein de leur famille. Michael était allongé à côté d'elle, serrant son ours en peluche usé contre lui. Il n'avait pas parlé depuis son éclat, mais ses yeux sombres et tristes en disaient long. Clara s'assit sur le lit et lui caressa doucement les cheveux. « Michael, je te crois, murmura-t-elle. Il cligna des yeux, puis posa sa tête sur ses genoux. La sonnette retentit. Clara sursauta. À la porte se tenaient Madame Carroll et le docteur Richard, les plus proches voisins de sa famille. Madame Carroll portait une corbeille de pain chaud, le docteur Richard tenait un fin dossier. « Nous ne sommes pas venus pour le pain, dit Madame Carroll, le regard grave. C'est à propos d'hier. Clara les invita à entrer et servit du thé chaud. Un pâle soleil filtrait à travers les rideaux, projetant une faible lueur sur le salon rangé mais inhabituellement froid. Le docteur Richard ouvrit le dossier et en sortit une copie du rapport d'autopsie. « C'est l'original, dit-il. Je l'ai reçu d'un ami à l'hôpital. La cause du décès est indiquée comme un traumatisme crânien dû à une chute dans les escaliers, mais il y a des irrégularités. » Clara retint son souffle. « Des irrégularités ?» Le docteur Richard acquiesça. Le poignet gauche de Marie était cassé, mais l'angle de la fracture suggère une torsion vers l'arrière, ce qui n'est pas compatible avec une chute accidentelle. Et il y a une légère ecchymose à la nuque facile à manquer, mais elle aurait pu être causée par un coup violent. Clara sentit la tête lui tourner. « Alors, ma mère a peut-être vraiment été poussée ?» murmura-t-elle. « On ne peut pas l'affirmer avec certitude, » répondit fermement le docteur Richard, mais que Michael ait crié ça juste avant la fermeture du cercueil, eh bien, ce n'est pas une coïncidence. Madame Carroll ajouta, « Je suis venu lui rendre visite tôt ce matin-là. Elle voulait que nous prenions le petit déjeuner ensemble. Mais dès que je suis entré, Jason est sorti. Ses yeux étaient rouges non pas comme quelqu'un qui aurait pleuré, mais comme quelqu'un qui aurait comploté. » Clara se tut, une tempête faisant rage dans son esprit. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter. Elle se souvenait clairement de ce matin fatidique, Michael l'avait réveillée en tirant sur sa manche et en pointant l'escalier. Lorsque Clara descendit en courant, elle trouva sa mère immobile, le sang ruisselant sous sa tête comme une horrible fleur rouge. Michael se tenait tremblant derrière le mur, serrant son ours en peluche, le regard dur comme la pierre. Jason arriva peu après, prétendant s'être garé dehors après l'appel affolé de Clara. Mais pourquoi Madame Carroll l'avait-elle vu quitter la maison plus tôt? Clara s'affala sur la table, serrant sa tasse de thé chaud. « Je sais, » murmura-t-elle. Maman a dit qu'elle voulait changer le mot de passe du coffre-fort. Elle a même parlé du testament, mais n'a jamais pu l'expliquer. L'inspecteur Richard hocha lentement la tête.
Si c'est le cas, Clara, vous devriez probablement vous rendre au commissariat local. Au commissariat, Clara fut conduite dans le bureau de l'inspecteur Lucas Mitchell, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux poivre et sel, à la silhouette élancée et au regard perçant et calculateur. Assis derrière un bureau bien rangé, un stylo à la main, il écoutait attentivement Clara raconter chaque détail, la mort de sa mère, l'emportement de Michael à l'enterrement, les récits changeants de Jason. Clara tendit son téléphone et passa la vidéo enregistrée par la fille de sa mère. L'image était floue, mais le cri de Michael résonna clairement, suivi d'une avalanche de voix choquées. L'inspecteur Mitchell la repassa 3 fois, les sourcils froncés. « Votre fils ne pouvait pas parler avant ça ?» « Oui », répondit Clara. « Le médecin a dit qu'il était muet de naissance, mais après les funérailles, je pense que c'était un traumatisme psychologique. » Mitchell ouvrit un carnet. « Avez-vous des caméras de surveillance chez vous ?» Clara se souvint soudain, « Oui, maman avait fait installer un système plus tôt cette année. Les images sont peut-être encore là. » 2 heures plus tard, dans la salle technique du service de police, un jeune technicien nommé Ethan, aux cheveux bouclés et portant d'épaisses lunettes, se concentrait sur un écran d'ordinateur tandis que Clara et l'inspecteur Mitchell se tenaient derrière lui. « C'est l'unité de stockage centrale du système de caméras, » explique Ethan. « Il y a 6 caméras à l'intérieur et 4 à l'extérieur, qui enregistrent en continu pendant 30 jours. » « La nuit de la mort de Marie est-elle toujours dans les archives ?» demanda Clara, la voix tremblante. Ethan tapa rapidement. Un message rouge apparut, « Données introuvables ou supprimées manuellement. » « Elle a été effacée, » dit Ethan. « Mais il y a encore une chance. Ce système dispose d'une mémoire tampon où les données sont temporairement conservées avant d'être écrasées. Je pourrais peut-être en récupérer une partie. »« Fais-le, » ordonna Mitchell. Pendant qu'ils attendaient, il demanda à Clara, qui, dans la maison, avait accès au système. « Juste maman, moi et Jason, » répondit-elle. « Si nous pouvons confirmer que Jason a été le dernier à se connecter, cela pourrait être notre première piste. » 3 jours plus tard, Jason fut convoqué au poste. Il entra, l'air fatigué, mais s'efforçait toujours de paraître confiant. Mitchell déposa la vidéo des funérailles sur la table. « Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» Jason rit doucement, mais ses yeux vacillèrent. Un enfant muet hurle soudain à un enterrement. « Comment veux-tu que je réagisse ? » « Tu as accédé au système de sécurité de la maison, n'est-ce pas ?» insista Mitchell, les yeux rivés sur Jason. « Je vérifiais juste après la mort de maman, » dit Jason. « Je voulais m'assurer que tout était en sécurité. » Il haussa les épaules. « Et tu dis que j'ai effacé toutes les images de cette nuit-là. »« C'est une spéculation, » répondit Jason. Mitchell ouvrit un fichier. « Les enregistrements de connexion indiquent que votre compte a accédé au système à 1h36, soit 3 heures après que l'ambulance a emmené Marie. Ai-je tort ?» Jason resta silencieux, la sueur perlant sur son front. Dehors, dans le couloir, Clara serra les poings. Michael était assis sur un banc à proximité, toujours silencieux, mais pour la première fois, il tendit la main et serra doucement celle de sa mère pour la rassurer. À ce moment-là, le docteur Martia, la psychologue que Clara avait appelée pour examiner Michael, arriva. Une jeune femme aux cheveux châtains foncés soigneusement attachés, un dossier à la main. « Je viens de consulter son ancien dossier médical », commença Martha. « Michael n'est pas né muet. Des examens effectués à l'âge de 3 ans ont montré que ses cordes vocales étaient parfaitement normales. Son mutisme était dû à un traumatisme psychologique. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Tu es sûr ? » « J'en suis sûr, » dit Martha. Quelque chose a dû l'effrayer au point qu'il s'est complètement renfermé. Tu te souviens de l'accident dans la cuisine, quand son père, Daniel, est mort en sauvant Michael de l'eau bouillante? Après ça, il n'a plus prononcé un mot. Maintenant, je pense que les émotions fortes des funérailles ont libéré cette part enfouie de lui. Clara serra la main de son fils, la voix étranglée par l'émotion. Je comprends maintenant, Michael. Je ne laisserai plus jamais personne t'effrayer. De retour dans la salle de traitement des données, Ethan s'écria soudain, j'ai un clip. C'est flou, mais il y a du son. L'inspecteur Mitchell fit immédiatement venir Clara. Une image granuleuse apparut à l'écran, Marie et Jason dans le salon vers minuit. Tu n'auras rien, Jason, lança Marie d'une voix fatiguée mais ferme. J'ai tout laissé à Clara. Elle mérite tout, tu n'apportes qu'un fardeau. La réponse criée de Jason fut étouffée,
mais les images vacillèrent, capturant le bruit de pas en train de courir, un bruit sourd et un cri horrible. Clara se couvrit la bouche tandis que des larmes coulaient sur ses joues. La vérité surgissait des profondeurs obscures. Cette nuit-là, Clara ne put dormir. L'enregistrement retrouvé résonna dans son esprit comme une mélodie obsédante, « J'ai tout laissé à Clara. Tu n'apportes qu'un fardeau. » Puis le fracas. Puis le cri, comme une accusation muette que personne ne pouvait nier. Michael était allongé à côté d'elle, serrant toujours son ours en peluche. Ses yeux étaient mi-clos, mais il ne dormait pas vraiment. Clara lui caressait les cheveux, sentant chaque respiration tremblante. Il n'avait que 6 ans et il avait déjà assisté à 2 morts, celle de son père et celle de sa grand-mère. Le lendemain matin, des rumeurs ont commencé à circuler en ville. Bien que la police n'ait pas encore publié de communiqué officiel, la vidéo du cri de Michael lors des funérailles avait fuité en ligne publiée par l'un des participants et partagée plus de 1000 fois en moins d'une journée. Les commentaires ont afflué. Un enfant ne pourrait pas inventer ça. S'il était muet auparavant, c'est une preuve divine. Je n'ai jamais aimé Jason, il ressemble à un serpent en costume. Chez Clara, la sonnette résonnait sans interruption. Les journalistes de Lockwood Chronicle imploraient des interviews, et des habitants curieux se rassemblaient près de la clôture, chuchotant et spéculant. Certains apportaient des fleurs, d'autres venaient simplement poser des questions. Clara les repoussa tous. Elle ne souhaitait que la paix pour Michael. Depuis les funérailles, Michael s'était à nouveau retiré dans le silence, mais contrairement à avant, son regard exprimait désormais une profondeur que seul le chagrin pouvait créer. Il n'était plus un simple enfant. Il était le témoin vivant d'une vérité glaçante. Le docteur Martia revint vers midi et s'assit avec Clara à la table de la cuisine, la même où Marie avait l'habitude de cuisiner. L'espace semblait terriblement vide. « Michael a besoin de temps », dit doucement Martha. L'émotion qui le submergeait libéra sa voix, mais si nous ne le guidons pas maintenant, cette porte risque de se refermer. Clara hocha la tête, les yeux cernés par les nuits blanches. Il n'a pas parlé depuis ce jour-là. Pas un mot. Mais il fixe la photo de ma mère. Martha resta silencieuse un moment, rassemblant ses pensées. Clara sortit alors un carnet de croquis. J'ai demandé à Michael de faire des dessins l'autre jour, regarde ça. Elle l'ouvrit, révélant un dessin au crayon, une femme âgée aux cheveux blancs assise dans un fauteuil. Derrière elle se tenait un homme aux cheveux courts, un bras levé. À côté d'eux se trouvait un escalier, et au bas de celui-ci une traînée rouge. Dans un coin de la page, un petit enfant serrait un ours en peluche. La main de Clara tremblait tandis qu'elle examinait l'image. « Oh mon Dieu !» s'étrangla-t-elle. Les enfants ne dessinent pas ce qu'ils n'ont pas vu. Il se souvient, dit doucement Martha. Et ce souvenir sera la clé. Cet après-midi-là, Jason se présenta à l'improviste au portail de Clara. Elle l'ouvrit juste assez pour fusiller son frère du regard, le regard glacial. Michael recula aussitôt et se cacha derrière sa mère. Jason portait une chemise blanche et un pantalon sombre sans cravate et tenait une enveloppe à la main. « Que veux-tu de moi ?» demanda Clara en gardant le portail fermé. « Tu as exagéré tout ça » commença Jason d'une voix ferme. Tout ça à cause d'une crise soudaine d'un enfant qui n'a pas parlé depuis 6 ans à un enfant qui ne parlait que si la douleur était insupportable. Les yeux de Clara brillèrent de colère. « Tu le crois plutôt que moi. » « Je n'ai pas besoin de croire. » « La vérité commence à éclater, » interrompit Jason avec un sourire narquois. « Alors, où sont ces images ? Tu vois seulement mon visage dedans ? Il y a un enregistrement audio. Il y a une confrontation. Il y a un mobile. Et vous avez été le dernier à accéder aux données. C'est suffisant pour que la police puisse intervenir. » Jason resta silencieux un instant, puis tendit l'enveloppe. « Voici le testament l'original. Si vous voulez le garder, prenez-le. Je n'ai besoin de rien. » Clara le regarda. « Tu n'en as pas besoin, tu sais que tu n'as plus aucune chance. Plus personne ne te croit, Jason. » Il serra l'enveloppe, puis la jeta par terre. « Je veux juste vous rappeler une chose, les paroles d'un enfant muet ne sont pas une preuve. Vous feriez mieux de faire attention à ce que vous dites. » Clara se pencha, ramassa l'enveloppe et ferma le portail. Jason resta debout sous le soleil de fin d'après-midi, une ombre projetée par la maison qui avait appartenu à leur mère. Ce soir-là, au Broken Sky Bar, Jason était assis seul au comptoir pour boire. Raymond,
le barman et propriétaire, secoua la tête tandis que Jason commandait son troisième verre en moins d'une heure. « Salut Jason », dit doucement Raymond. « J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose à l'enterrement. » Jason leva les yeux, rougi par l'alcool. « Ce ne sont que des rumeurs. J'ai entendu dire que Michael avait dit quelque chose d'assez grave. » Il eut un rire tremblant. « Les enfants disent des trucs. C'est moi qui ai pris soin de maman quand elle était malade, Clara ne se souciait que de ce garçon. » Raymond soupira. « Oui, je comprends. Mais fais attention. Toute la ville te surveille. » Jason s'affala sur son verre et murmura, « Elle ne m'a jamais fait confiance. » Jamais. Le lendemain matin, l'inspecteur Lucas Mitchell se rendit chez Clara. Il s'assit sur le canapé du salon aux côtés du sergent Karen Morgan, une policière andalouse au regard perçant, les cheveux soigneusement attachés en arrière, qui portait un nouveau dossier de preuves. « Nous avons interrogé Jason », commença Mitchell. « Il nie toujours tout, mais nous venons de récupérer le journal d'accès du système de sécurité. L'adresse IP correspond à celle de l'appareil de Jason, il a supprimé les images. » Oakwood était enveloppé d'une brume matinale froide tandis que Clara était assise en silence dans la salle technique du commissariat, les yeux rivés sur l'écran. Ethan, le jeune technicien, exécutait un logiciel de récupération vidéo, le regard tendu mais concentré. « Nous essayons de récupérer des images supprimées du système de sécurité de Marie, » a expliqué Ethan. « Le disque dur est intact, mais la personne qui a supprimé les fichiers a utilisé un logiciel spécialisé, cela montre qu'elle savait ce qu'elle faisait. » Clara fronça les sourcils. « Tu veux dire Jason ? » »« On ne peut pas l'affirmer avec certitude, » répondit Ethan. « Mais la dernière connexion provenait de l'adresse IP de Jason, comme tu nous l'as dit. » Mitchell hocha la tête, les yeux rivés sur les données défilant à l'écran. « Il nous faut au moins un extrait, un seul extrait vidéo ou audio prouvant un comportement suspect. » Ethan continua à taper. « Le système utilise 2 couches de stockage, une couche primaire et une couche tampon temporaire. Je les analyse toutes les deux. » Clara se tourna vers Karen. « Tu crois que Jason a tout planifié ?» Karen était pensive. « S'il a été assez intelligent pour supprimer les images, il a été assez intelligent pour nettoyer la scène. Mais il n'a pas tenu compte de Michael. » Pendant que les dossiers étaient encore en cours de récupération, Clara retourna chez sa mère. La maison à l'ancienne, avec ses murs blanchis à la chaux et ses fenêtres bleu pâle, était inhabituellement froide ce jour-là. Elle remonta le couloir où le drame s'était produit, son regard s'arrêtant sur une tache de peinture écaillée près de l'escalier. En dessous, une légère éraflure, comme une trace de chaussure. Elle s'accroupit et le toucha légèrement. Une vive douleur lui traversa la poitrine, comme si quelqu'un avait arraché le voile d'un souvenir enfoui. L'image de sa mère, immobile les cheveux trempés de sang, les yeux à peine ouverts comme si elle essayait de dire quelque chose lui revint en mémoire. Clara se leva d'un bond et recula. Michael se tenait derrière elle, tenant toujours son ours en peluche. Son regard se porta vers l'escalier, puis se posa sur l'autel de Marie. « Chérie », murmura Clara d'une voix tremblante, « je te promets que je trouverai la vérité. » Michael ne répondit pas. Il alla dans un coin de la pièce, sortit une boîte de crayons, s'assit par terre et commença à dessiner. Cet après-midi-là, l'inspecteur Mitchell a appelé. « J'ai besoin que vous veniez immédiatement. Nous venons de récupérer un court extrait de la mémoire tampon, il contient à la fois du son et de la vidéo. » Clara arriva à la gare en moins de 20 minutes. La salle de projection était petite mais insonorisée, le grand écran luisant dans la pénombre. Tout le monde retint son souffle tandis qu'Ethan appuyait sur « Play ». Des images granuleuses en noir et blanc apparurent, Marie, debout dans le salon, pointait Jason du doigt. « Tu n'auras rien dans le testament », sa voix tremblait, mais restait ferme. « J'ai tout laissé à Clara. Tu es mon fils, mais je ne peux pas laisser l'œuvre de ma vie à quelqu'un qui ne sait que la gâcher. » La voix de Jason était basse mais menaçante. « Tu trouves ça juste ? Qu'est-ce que ta fille a de plus que moi ? Je suis de ton sang, je suis ton héritier. » Marie secoua la tête. Elle a une conscience. Jason serra les poings, le visage déformé par la faible lumière. Il fit un pas vers elle. La vidéo vacilla puis se coupa, mais le son continua, des pas précipités, un cri désespéré, « Jason, arrête !» Puis un grand fracas. L'écran devint noir. Le silence emplit la pièce. Mitchell se leva le premier.
Assez pour lancer un mandat d'arrêt, dit-il. L'enregistrement audio suggère clairement une agression. Ajoutez à cela les journaux d'accès et les fichiers supprimés, et nous disposons d'une chaîne de preuves solides. Clara ne pouvait pas parler. Michael se tenait à ses côtés, sans pleurer ni broncher, ses yeux fixaient simplement l'écran noir, comme si cette confirmation était celle qu'il attendait. Le lendemain matin, la police a exécuté un mandat de perquisition à l'appartement de Jason, situé dans l'unité 3B du complexe Maple Grove, où il avait emménagé quelques mois plus tôt. Mitchell, Karen et 2 agents dirigeaient l'équipe. Jason parut surpris, mais reprit rapidement son sang-froid. Encore un jeu de Clara, ricana-t-il. Que cherches-tu? Un ego blessé dans le testament? Nous recherchons des preuves de suppression de données et d'actions potentielles menant à un décès, répondit froidement Karen. Dans le bureau de Jason, ils ont trouvé une clé USB cachée dans un tiroir à double fond. Elle était cryptée, mais Ethan l'a déchiffrée en quelques heures. Ils ont également découvert un carnet détaillant un prêt de $50 000 auprès d'une société financière douteuse, aux intérêts exorbitants. Mitchell ferma le carnet. Le mobile se précise. Jason a été placé en garde à vue pour enquête. Menotté, il a regardé droit dans la caméra de l'entrée du bâtiment et a chuchoté, « Ils regretteront d'avoir cru un enfant muet ». Plus tard, Clara s'assit avec Michael dans un petit café au bout de la rue, celui-là même où Marie emmenait son petit-fils tous les dimanches. Emma, la serveuse familière aux cheveux blonds et aux grands yeux, tendit à Michael un biscuit en forme de cœur. « Michael, tu en veux ?» demanda doucement Clara. Il hocha la tête, mais au lieu de le manger, il prit un crayon et dessina un smiley sur le biscuit. Clara rit pour la première fois depuis une éternité. Emma se pencha et sourit. « Votre fils dessine magnifiquement. Comment s'appelle-t-il » ? « Michael, » répondit Clara. « Et aujourd'hui, c'est lui qui me maintient debout. » Michael se tourna vers elle, les lèvres légèrement remuées. Clara perçut le mot faible et silencieux, « grand-mère ». Au commissariat, l'enquête se poursuivait dans la lumière de la fin d'après-midi. L'inspecteur Mitchell examina chaque détail, le dossier de preuves préparé pour être transmis au parquet régional, la vidéo récupérée, les témoignages des résidents, le voisin qui avait vu Jason quitter la maison avant l'arrivée de l'ambulance, et les journaux d'accès du système de sécurité. Tout pointait vers une conclusion sombre. Le sergent Karen Morgan, méthodique et posé, recueillit les témoignages de Madame Carroll, Monsieur Richard et Mademoiselle Sylvia. Chaque voisin dressa son propre portrait de Jason, sa froideur glaciale, ses subtiles manipulations et les changements de comportement inquiétants de ces derniers jours. À la tombée de la nuit, Mitchell rédigea la dernière ligne de son rapport, s'appuyant sur des preuves visuelles et sonores, des témoignages oculaires et les motivations financières évidentes de Jason. Nous recommandons de poursuivre Monsieur Jason Morgan pour agression intentionnelle ayant entraîné la mort, destruction de preuves et abus de confiance familiale. Cette nuit-là, dans le silence de la maison, Clara se glissa dans la chambre de sa mère. Elle pressa ses doigts tremblants contre le clavier du coffre-fort, découvrant que la combinaison avait changé, elle correspondait désormais à la date de naissance de Michael. À l'intérieur se trouvait une vieille photo de Marie berçant le bébé Michael, son rire figé dans le temps et son visage rayonnant de joie. Sous la photo, un petit carnet écrit de la main soignée de Marie attendait que Clara le découvre. « Ma chère fille, si tu lis ceci, commençait-il, je n'ai pas pu tout dire, mais n'aie pas peur. Je crois que tu es assez forte pour faire ce qui est juste. Aime-moi, Michael, et pardonne ce que tu ne comprends peut-être pas encore. Maman. » Clara ferma le carnet, les larmes ruisselant sur ses joues. Dans le couloir, elle entendit Michael frotter doucement du papier par terre. Son nouveau dessin représentait leur maison et l'escalier, mais cette fois, pas de sang, pas d'ombre rampante. À la place, un soleil éclatant baignait une grand-mère qui tenait la main de son petit-fils, devant une boulangerie chaleureuse. Le lendemain matin, à peine 24 heures après l'ordre de détention de Jason, l'avocat Julian Sanders m'a appelé avec un sentiment d'urgence mêlé de calme. « Clara, veuillez venir à mon bureau immédiatement. L'accusation souhaite des éclaircissements sur la révision du testament de votre mère. Et il y a autre chose que vous devez savoir. » Clara caressa les cheveux de Michael et murmura, « Je reviens bientôt, mon chéri. Mademoiselle Emma restera avec toi. Maman a une chose importante à régler. » Le bureau de Julian était niché dans une maison en briques rouges près de l'église principale d'Oakwood. À l'intérieur, des étagères s'élevaient sous un plafond voûté, chacune remplie de dossiers.
Un bureau en noyer poli brillait sous une douce lampe. Lorsque Clara entra, Julien se leva et lui proposa de s'asseoir. Il glissa un dossier sur le bureau. J'ai examiné chaque document. 2 semaines avant sa mort, Marie est venue ici, parfaitement lucide. Elle a apporté son ancien testament, m'a demandé de l'annuler et en a rédigé un nouveau, te léguant tout. Il tourna les pages. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que Jason est venu me voir 3 jours plus tard. Il a prétendu qu'il voulait seulement s'assurer que personne ne manipulait sa mère, mais comme j'ai refusé de lui révéler quoi que ce soit, il s'est énervé. Clara fronça les sourcils. Il t'a menacé ? Julien soupira. Il l'a fait. Je cite, si je n'obtiens pas la part que je mérite, j'en créerai une moi-même. À l'époque, j'ai cru qu'il parlait d'argent. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Cette menace donne du poids à l'affaire. Il lui tendit une copie du Nouveau Testament. Moi, Marie Dawson, saine d'esprit et en bonne santé, lègue par la présente tous mes biens, y compris des biens immobiliers, ma part de la boulangerie de grand-mère et mes économies bancaires, à ma fille, Clara Dawson, en tant que mon unique héritière. Aucune mention de Jason. Clara agrippa le bord du bureau, les jointures blanches. Pouvez-vous attester de son authenticité ? J'ai assisté à la signature, confirma Julien. Madame Carole, votre voisine, était dans la salle d'attente ce jour-là et a entendu la majeure partie de la conversation. Clara se leva brusquement. J'ai besoin de la voir maintenant. Madame Carole était sur son porche, cueillant des légumes verts frais pour le dîner, lorsque Clara arriva. Son chat blanc marchait silencieusement à ses côtés, la queue recourbée comme un point d'interrogation. Carole leva les yeux, l'air inhabituellement grave. Vous êtes venu à propos du testament, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle doucement. Clara hocha la tête. Carole désigna un banc de pierre sous le vieil amandier. Marie m'a alors dit, je dois le faire avant qu'il ne soit trop tard. Il faut protéger Clara de son frère. Elle marqua une pause, le regard fixe. Ta mère était toujours directe, mais ce jour-là, j'ai vu la peur dans ses yeux, la peur de Jason, non pas d'être engueulé ou blessé, mais de la trahison. Un pincement de culpabilité envahit la poitrine de Clara. Pendant des années, elle avait défendu Jason, trouvant sa mère trop dure, souhaitant que Marie donne une seconde chance à son fils. Elle réalisait maintenant que sa mère avait gardé le silence pour préserver l'unité de sa famille brisée. Au centre de détention du comté d'Albany, Jason était assis dans la salle d'interrogatoire austère, les poignets menottés à la table en acier froid. L'inspecteur Mitchell et le sergent Morgan lui faisaient face par-dessus la vitre. Le sang-froid de Jason était fêlé, chaque mouvement manquant de son assurance habituelle. Nous avons découvert davantage de preuves concernant votre dette envers White Credit Union, une filiale de l'Iron Syndicate, a commencé Mitchell. La voix de Jason tremblait. Je n'ai rien à voir avec la mort de ma mère. J'avais juste besoin d'argent pour sauver mon entreprise. Alors tu as ouvert la voie pour recevoir l'héritage, insista Karen. Je n'étais pas au courant du changement de testament, balbutia Jason. Je pensais être toujours inclus. Quand j'ai réalisé que non, j'ai essayé d'inverser la tendance. Ses yeux se détournèrent. Mitchell remarqua ce clignement d'œil révélateur. Pourquoi effacer les images de la caméra ? Demanda Karen. Je ne voulais pas que les gens se méprennent, marmonna Jason. Peut-être que maman a perdu l'équilibre et est tombée. Mais Michael l'a vu, rétorqua Mitchell. Cet enfant, qui n'avait pas prononcé un mot depuis 6 ans, l'a crié à l'enterrement. Jason secoua la tête. Les enfants aussi peuvent inventer. Ce soir-là, Clara était assise à côté de Michael tandis qu'il assemblait un collage de vieux dessins sur une feuille de carton. Chaque image était un précieux souvenir, grand-mère en train de cuisiner, Michael serrant son ours en peluche, Clara les enlaçant tous les deux. Clara tenait une tasse de thé d'une voix basse et posée. Tu sais, Michael, tout le monde a des peurs. Mais tu as affronté les tiennes. Tu as été le premier à dire ce que je n'osais pas admettre. Michael leva les yeux, son regard silencieux plus chaleureux que jamais. Clara sourit à travers ses larmes. Demain, je témoignerai pour grand-mère, pour toi et pour moi. Il fit un petit signe de tête, un souffle expiré après une tempête. Au bureau du procureur, Clara était assise en face d'Edward Harrison, un homme sévère et au regard perçant, réputé pour sa rigueur. Il examina le dossier en silence pendant 10 longues minutes avant de lever les yeux. Alors, dit-il,
ta mère a exclu Jason de son testament et t'a désigné comme unique héritier. Il l'a appris 3 jours avant la mort de Marie. Quel était, selon toi, son mobile? L'argent, répondit Clara fermement. Mais plus que ça, c'était le supplice du rejet par sa propre mère. Il ne supportait pas d'être coupé des autres. Croyez-vous qu'il l'a tué intentionnellement? Demanda Harrison. Clara soutint son regard. Je ne sais pas. Mon fils en est le témoin vivant. Harrison hocha la tête et ajouta au dossier, motif financier, volonté de changement, destruction de preuves, comportement agressif sur bande, témoignage indirect de Michael Dawson. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, Michael bondit vers la porte sans un mot. Il brandit un nouveau dessin, Marie debout près d'un four, en train de cuire un gâteau, sur lequel était inscrit au crayon rouge tremblant, pour grand-mère, avec amour. Clara le serra dans ses bras, ses larmes coulant doucement sur le papier. Le passé ne pouvait être effacé, mais enfin, la justice commençait à trouver sa lumière. Quelques jours après avoir rencontré le procureur, Clara et Michael se rendirent au centre de psychologie infantile New Down d'Albany, un établissement que Marie leur avait recommandé lorsque Michael avait 3 ans. Clara n'était pas prête à l'époque, mais elle savait maintenant que les blessures de son fils étaient trop profondes pour qu'elle puisse les guérir seule. Le docteur Laura Matthews, d'une voix douce et calme, le regard empli d'empathie, les accueillit. Elle s'accroupit à la hauteur de Michael et sourit. « Salut Michael. » Et à ce moment-là, Clara sentit, peut-être pour la première fois depuis la mort de Marie, qu'elles pourraient toutes deux commencer à guérir. « Je m'appelle Laura, » dit-elle doucement, d'un ton chaleureux et engageant. « Vous êtes ici aujourd'hui pour passer du temps avec moi. » Michael ne répondit pas. Il serra plus fort son ours en peluche, jeta un bref coup d'œil au visage du docteur Laura, puis détourna le regard. Clara était assise sur la chaise d'attente, son regard scrutant chaque petit mouvement de son fils. La voix de Laura flottait à nouveau, calme et patiente. « Je sais que tu ne diras peut-être rien. Ce n'est pas grave. On peut dessiner, jouer, ou simplement rester assis tranquillement comme tu veux. Tout va bien ici. » La salle de jeu était spacieuse, peinte d'un jaune doux qui semblait briller à la lumière naturelle. Des étagères bordaient les murs, remplies de jouets en bois, de crayons, de blocs à dessin, de peluches et de livres d'images. Laura étendit un tapis par terre, s'installa et sortit une boîte de crayons. « Tu aimes le vert? »« J'aime le jaune, on dirait la lumière du soleil. » Michael la regarda, puis s'assit en face d'elle. Il ne toucha pas au crayon, mais son regard suivit les mains de Laura tandis qu'elle prenait un crayon vert et commençait à dessiner. « J'ai entendu dire que tu aimais beaucoup dessiner, » murmura-t-elle en dessinant une petite maison sur une feuille blanche. « Je me demande qui habite ici. » Derrière la vitre sans teint, le cœur de Clara se tendait, comme une corde de violon trop tendue. Chaque expression, chaque petit mouvement de Michael retenait son souffle. Au bout d'une heure, Laura sortit, une page à la main. « Il n'a pas parlé, » dit-elle doucement en tendant le dessin à Clara. Mais il a tracé une séquence très claire. Sur la page se trouvaient 3 silhouettes, une femme âgée, un homme et un garçon serrant un ours en peluche. Ils se tenaient près d'un escalier, le visage de la femme était marqué par l'inquiétude, le bras de l'homme tendu comme pour pousser, et le garçon blotti dans un coin, les yeux ronds écarquillés par la peur. Clara déglutit difficilement. Toujours la même scène. Laura hocha la tête. Il porte ce souvenir vif et obsédant. Mais il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui. Elle désigna une fenêtre dessinée près de l'escalier, baignée de lumière. Il a ajouté cette fenêtre. Cela me dit que son état émotionnel est en train de changer. Il commence à chercher une issue. La gorge de Clara se serra. Tu crois que Michael pourrait reprendre la parole? Laura marqua une pause, réfléchissant. Médicalement parlant, ses cordes vocales sont intactes. C'est psychologique. Quand il avait 3 ans, tu as dit qu'il avait assisté à la mort de son père dans la cuisine. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Daniel, mon mari, a vu la marmite d'eau bouillante basculer vers Michael. Il s'est précipité à l'intérieur, a poussé notre fils hors de portée et a été gravement brûlé. Il est mort après ça. Michael n'a plus parlé depuis. Laura a écrit dans ses notes, un double traumatisme, la perte d'un parent et la culpabilité du survivant. Puis la mort de Marie, sa plus proche parente. Le garçon a été contraint de parler pour se protéger, et la peur a été plus forte que l'émotion. Les jours suivants,
Clara et Michael sont venus régulièrement au centre pour une thérapie, a poursuivi Laura. Chaque jour, j'essayais une nouvelle approche, dessin, modelage, narration, jeu de rôle. Michael ne parlait toujours pas, mais ses yeux brillaient, ses expressions plus vivantes. Il m'a même laissé lui tenir la main, et une fois, il a ri quand j'ai miaulé comme un chat. Un matin, alors que Clara passait devant la salle de thérapie, elle entendit des pas doux et délibérés au suivi d'une voix tremblante. Mademoiselle Laura. Clara se figea devant la porte. C'était Michael. Il venait d'appeler Laura faiblement, mais indéniablement réel. Laura ouvrit la porte, les yeux brillants, et prit la main de Clara. Il ne prononça qu'un seul mot, mais cela ressemblait à un miracle. Clara fondit en larmes. Mon fils est revenu. Ce soir-là, à la maison, Clara et Michael étaient assis à ranger la pile de dessins. Michael prit le premier dessin qu'il avait fait avec Laura, celui où Marie était poussée dans l'escalier. Il le regarda, puis effaça doucement la main levée de l'homme. « Tu veux effacer cette main » demanda doucement Clara. Michael acquiesça. « Parce que tu ne veux pas te souvenir. » Il secoua la tête, puis murmura, « Parce que grand-mère n'a plus mal. » Clara resta figée tandis que la simplicité de ses mots légers comme une brise d'automne balayait l'obscurité persistante qui pesait sur son cœur depuis si longtemps. Le lendemain, lors de l'audience préliminaire, l'avocat Julian Sanders et Clara ont témoigné comme témoins principaux de la défense de Jason. Un avocat chevronné, Maître Olsen, s'est levé pour plaider. « Je demande le rejet du témoignage d'un enfant muet », a-t-il déclaré sèchement. « Mon client est jugé sur la base d'accusations infondées. » Le procureur Edward Harrison répondit avec calme et conviction, « L'enfant a dessiné. L'enfant a parlé. L'enfant a été enregistré. » Il fit un geste vers les témoins rassemblés. Et au moins 10 personnes peuvent témoigner du comportement erratique de Jason lors des funérailles et de ses entrées non autorisées dans la maison de Marie. Le juge a acquiescé et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal pénal du comté d'Albany. Devant le tribunal, les mains de Clara tremblaient, le cœur serré. Michael marchait à ses côtés, sa petite main serrant la sienne. « J'ai peur » murmura-t-il. « Mais je resterai avec toi. » Clara lui serra la main. « Moi aussi. » « Nous ne sommes pas seuls, Michael. » Sur le chemin du retour vers Oakwood, leur voiture longea des champs de blé mûrissants et dorés. Le vent bruissait dans les tiges. Michael baissa la vitre pour la première fois depuis que leur vie avait été brisée. Il se pencha légèrement, le regard plus brillant que jamais. « Tu te souviens de papa » demanda Clara. Michael acquiesça. « Ton père t'a sauvé » murmura Clara. « Je sais » répondit doucement Michael. « Et je ne laisserai personne d'autre me sauver à nouveau. » Clara retint ses larmes. 6 ans de nuits blanches, de moments désespérés, et maintenant, son fils grandissait dans la douleur, sans se briser. À la maison, Michael entra dans la chambre de grand-mère, désormais nettoyée avec soin. Il prit une vieille photo de Marie le tenant dans ses bras à 2 ans, la posa sur l'autel et murmura doucement, « Grand-mère, j'essaie. » Clara se tenait derrière lui, les larmes coulant sur ses joues. La douleur n'était plus leur seul souvenir, l'amour et la vie étaient revenus. Dans la salle d'enquête du département de police d'Albany, une lumière blanche crue éclairait le visage hagard de Jason. Devant lui, un écran rediffusait les images récupérées, une vidéo floue, mais un son d'une clarté effrayante. « Tu n'auras rien, Jason. Je suis ton fils, et Clara n'est qu'une ombre dans cette maison. J'ai tout donné à Clara, elle le mérite. Tu n'apportes qu'un fardeau. » Des pas résonnaient. « Maman. Maman, arrête. » Un cri, un fracas, puis un lourd silence. L'inspecteur Lucas Mitchell, les bras croisés, dit « Tu veux toujours nier, Jason ?» Jason eut un rire amer, les lèvres tremblantes. « C'est flou. Et tu appelles ça des preuves. » « Le son n'est pas flou, » dit sèchement le sergent Karen, le regard perçant. « Et vous ne le saviez pas, la mémoire tampon ne stocke pas seulement des vidéos. Elle enregistre des métadonnées, heures d'accès, journaux d'utilisation, bruit de fond. » Les poings de Jason se serrèrent. « Vous êtes des maîtres compteurs. »« Pas besoin d'histoire, » répondit Karen. « Parce que le vrai témoin a déjà parlé, ce morveux. » Jason grogna. Mitchell a poursuivi, Michael a dessiné chaque détail de cette scène. Des détails que seule une personne présente pouvait connaître. Jason ne dit rien. Il fixait le sol, la main tremblante.
Chez Madame Carole, à côté de celle de Clara, la bagarre ne faisait que commencer. Elle et l'avocat Julian Sanders étaient assis côte à côte, les yeux rivés sur l'ordinateur portable pendant que l'enregistrement de l'interrogatoire du matin passait. Michael était recroquevillé sur le petit canapé, serrant son ours en peluche contre lui, ses yeux écarquillés parcourant les fissures du plafond tout en écoutant. Lorsque Julian ferma enfin l'ordinateur, il regarda Clara avec une résolution tranquille. Le procès pourrait commencer dès la semaine prochaine. Les poings de Clara se serrèrent à ses côtés. Ma mère a vécu en silence pendant tant d'années et elle est morte en silence. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Juste à ce moment-là, Madame Carole entra avec 2 tasses de chocolat chaud fumant. Elle en offrit une à Clara et murmura doucement, « Je n'aurais jamais cru que Jason puisse aller aussi loin. Mais ma chérie, ne laisse pas la haine te consumer. » Clara leva ses yeux rougis. « Ce n'est pas de la haine, dit-elle d'une voix tremblante. C'est la vérité et la justice. » Le jour de l'audience préliminaire, la salle d'audience du comté d'Albany était saturée de tension. Les journalistes se pressaient dans les couloirs, les habitants occupaient tous les sièges. Jason Morgan fut conduit par 2 policiers. Il n'était plus menotté, mais son visage était blême et tiré. Son avocat, Maître Olsen, adoptait une attitude calme et professionnelle. La juge Isabelle Reed présidait l'audience, une femme calme et posée, dont le regard perçait le moindre mensonge. Nous allons maintenant écouter l'extrait audio extrait de la mémoire tampon du système de sécurité du domicile, a-t-elle annoncé. C'est la preuve la plus cruciale. La vidéo s'est animée sur le grand écran de la salle d'audience. Alors que le cri et le fracas résonnaient dans les haut-parleurs, un silence s'est installé. Un soupir a parcouru la galerie, une femme âgée au dernier rang a pleuré à chaudes larmes. Les journalistes ont griffonné des notes avec une urgence frénétique. Olsen se leva et s'éclaircit la gorge. Nous ne nions pas que le contenu soit perturbant. Cependant, il n'y a aucune confirmation visuelle d'une quelconque poussée. Le procureur Harrison a rétorqué, qu'en est-il de l'audio reconstitué de la scène? C'est basé sur des suppositions, a rétorqué Olsen. Harrison ouvrit un fichier sur sa tablette. Et puis il y a le témoignage de Michael Dawson. Après 6 ans de silence, cet enfant a parlé clairement et de manière cohérente. Ses dessins représentent la scène, les personnages et la disposition exacte de la cage d'escalier. Les enfants n'inventent pas avec autant de précision. Le juge Reed hocha la tête d'un air pensif. Nous allons continuer à examiner toutes les preuves. En attendant, Jason Morgan restera sous stricte surveillance en attendant le procès. Alors que Jason dépassait Clara en sortant, il s'arrêta à voix basse. Tu as gagné, Clara, mais es-tu sûre que ce petit morveux ne mentira jamais? Clara soutint son regard pâle d'un air neutre. Jamais, Jason. Et tu ne pourras jamais revenir en arrière. Cet après-midi-là, Clara emmena Michael à la vieille boulangerie de sa mère, la petite maison jaune aux portes bleues claires, vide depuis les funérailles. La porte grinça lorsqu'elle tourna la clé, et une vague de souvenirs les assaillit, l'odeur de farine, de beurre fondu et de vanille tiède, comme si sa mère venait de s'éloigner. Michael entra à pas feutrés et posa sa petite main sur la vitrine, désormais poussiéreuse et désolée. Maman, c'est ici que grand-mère faisait ses gâteaux? Le cœur de Clara se serra, c'était le moment qu'elle avait attendu 6 ans pour entendre. Oui, mon cœur, dit-elle, les larmes aux yeux. Grand-mère disait, chaque gâteau porte un message d'amour, et si on le cuisine avec tout son cœur, celui qui le reçoit ne l'oubliera jamais. Michael prit la photo encadrée de Marie debout derrière le comptoir et essuya délicatement la vitre. Je vais apprendre à cuisiner, déclara-t-il, pour que grand-mère voie que j'ai grandi. Le lendemain matin, au commissariat, l'inspecteur Mitchell a accueilli le technicien Ethan, aux cheveux bouclés et enthousiaste, qui tenait une clé USB étiquetée rouge. Nous avons récupéré 2 secondes supplémentaires d'image de la caméra externe, a annoncé Ethan. L'angle n'est pas assez net pour montrer le visage de Jason, mais il sort par la porte d'entrée exactement au même moment que l'enregistrement audio. Et il y a du sang visible sur sa manche gauche. Mitchell fixa l'allée en silence. 2 secondes, assez pour achever le cauchemar. Lorsque le procès s'est enfin terminé, une nouvelle page s'est ouverte dans la vie de la mère et du fils. Jason Morgan a été officiellement condamné à la prison à vie pour meurtre, falsification de preuves et obstruction à la justice. Son avocat, Maître Olsen, s'est retiré de l'affaire. La rumeur s'est répandue que Jason avait été battu par d'autres détenus, dont certains savaient qu'il avait utilisé un enfant pour dissimuler la mort de sa propre mère.
Il s'est cassé 2 côtes, a raconté plus tard Madame Carroll, les larmes aux yeux. Probablement sa première leçon de justice naturelle. Clara soupira. Je ne voulais pas qu'il souffre, murmura-t-elle. Je voulais qu'il vive et sache que c'était Michael qui avait fait ce qu'il n'aurait jamais cru possible, dire la vérité. De retour à la boulangerie de grand-mère, Clara se mit au travail. Le vieux carrelage fut remplacé, de nouvelles vitrines brillèrent sous une lumière tamisée et les murs furent peints d'un beige apaisant. Au-dessus du comptoir était accrochée une photo en noir et blanc de Marie tenant Michael, 3 ans, tous deux regardant le four. En dessous, à la craie blanche, étaient inscrits les mots de Marie, elle n'est plus là, mais l'amour qu'elle a laissé perdure dans chaque gâteau. Le jour de l'ouverture, toute la ville d'Oakwood était présente. Madame Carroll apportait des fleurs, Mademoiselle Emma, l'ancienne babysitter de Michael, lui offrait un tablier brodé, Chef Michael. La psychologue Laura Matthews arriva avec une lettre que Michael avait écrite. Chère Mademoiselle Laura. Merci de m'avoir aidé à retrouver ma voix. Je cuisinerai aussi bien que grand-mère et je parlerai beaucoup. Je n'ai plus peur. Avec amour, Michael. Dès que la première cloche sonna, les clients firent la queue dehors. Clara se tenait derrière le comptoir, et Michael était perché sur le vieux tabouret en bois de grand-mère, son tablier bien serré. Clara se pencha et murmura, « Michael, tu veux dire quelque chose à tout le monde ?» Michael hocha la tête, se dressa sur la pointe des pieds jusqu'au comptoir et se tourna vers la foule impatiente. Le silence retomba. Il pinça les lèvres, jeta un coup d'œil à la photo de grand-mère, puis parla distinctement. « Grand-mère me manque, mais je serai forte. » Les applaudissements ont fusé. Madame Carroll a pleuré, Mademoiselle Emma a serré Clara dans ses bras et le docteur Laura a essuyé ses larmes. Un jeune homme au fond de la salle s'est exclamé, « Vous êtes le boulanger le plus courageux que j'ai jamais rencontré. » Michael sourit. « Je cuisine avec le cœur. » Les journaux du nord de l'État de New York ont raconté l'histoire de cet enfant autrefois silencieux devenu un véritable symbole de résilience. Intitulé « Du silence à la justice, le parcours de Michael », leur article soulignait combien un regard pudique peut renfermer des forces insoupçonnées. Lors d'un symposium à l'université du Vermont, Clara a pris la parole pour évoquer les enfants et leurs traumatismes. Ne sous-estimez jamais le silence d'un enfant, chaque regard, chaque dessin est un monde à part entière, et parfois ce monde est assez puissant pour changer l'issue d'un procès. Michael fréquente désormais régulièrement l'école. Il ne parle pas beaucoup, mais suffisamment pour rire, apprendre et tisser des liens avec ses camarades. Sa maîtresse, Mademoiselle Bella, l'a surnommé « le conteur en images », car chacun de ses devoirs est accompagné d'un dessin saisissant de vie. Un jour, elle a demandé à la classe, « Quelqu'un ici a-t-il un rêve particulier ?» Michael a levé la main et répondu, d'une voix douce, « Je veux être un conteur sans avoir besoin de crier. » La classe a ri, puis a spontanément applaudi. Thomas, un garçon assis au fond, a ajouté, « Tu es le plus courageux de la classe. » Un matin d'hiver, la neige tombait en flocons feutrés sur les toits. Michael tenait la main de sa mère tandis qu'il se dirigeait vers la boulangerie, leurs bottes crissant sur la glace. « Maman, demanda-t-il, quand je serai grand, est-ce que je pourrai ouvrir une autre boulangerie dans le Vermont ?» Clara lui a repoussé tendrement une mèche derrière l'oreille et sourit, « Bien sûr, où que tu ailles, je te suivrai. Et je veux y accrocher la photo de grand-mère, pour que tous sachent qu'elle a été la première à croire en lui. » Puis, se saisissant de ses mains, elle murmura, « Mais elle n'était pas la première, c'est toi qui as été le premier à croire en toi, et c'est là l'essentiel. » Elle l'a alors serré chaleureusement contre elle. Une semaine plus tard, une lettre manuscrite est arrivée de la prison de Jason. Clara. Je n'attends pas de pardon, mais je tiens à dire que Michael a fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire, affronter la vérité. J'étais lâche, cupide, égoïste. Je croyais avoir été abandonné, mais en réalité, c'est moi qui ai tout abandonné. Si vous le permettez, j'aimerais faire don du solde restant de mon compte à une bourse d'études pour des enfants comme Michael. Jason. Clara a lu cette lettre sans verser une larme. Elle a simplement expiré, posé le feuillet à côté de la photo de sa mère et murmuré, « Tu t'en es peut-être rendu compte trop tard, mais au moins, tu as commencé. » L'histoire de Michael nous enseigne que parfois, la vérité se dit dans le plus grand silence. Un enfant apparemment fragile peut illuminer les recoins les plus sombres. L'amour, la confiance et le courage ont le pouvoir de vaincre la douleur, la mort et la trahison. La justice ne naît pas seulement d'un tribunal, elle germe surtout dans un cœur qui refuse de se taire. Et nul n'est jamais trop petit pour faire la différence,
dès lors qu'il trouve la force de défendre ce qui est juste.